Merci beaucoup. Moi, je vais relayer le petit entretien entre Michel sur le DPI parce que je trouve qu'on ne demande pas assez l'avis des grands adolescents maintenant qui ont été opérés. J'y reviendrai peut-être que dans les discussions qui auront lieu en bioéthique, interroger les adolescents qui doivent vivre sans thyroïde et puis être surveillés de manière très régulière. Et ils le vivent mal et je pense qu'on doit quand même écouter pour avancer là-dessus. Et évidemment, les familles que nous suivons, beaucoup ont eu recours à l'Espagne pour le DPI, ce qui paraît quand même un peu déroutant. Donc moi je vais vous parler évidemment d'aspects beaucoup plus pratico-pratiques du suivi de la surveillance et des stratégies de prise en charge de ces enfants-là, sachant qu'on a une cohorte maintenant qui est assez correcte sur Montpellier, avec après le tremplin, la transition chez les adultes effectuée avec ISA pour la plupart. Donc simplement pour planter le décor, le cancer de la thyroïde déjà dans l'absolu est rare. Ça représente 1,5% des cancers chez l'enfant. Donc c'est l'incidence des cancers thyroïdiens, c'est 1 sur 1 million pendant la période prépubertaire et 5 à 20 enfants par million chez l'enfant ou après la puberté. Majoritairement, vous le savez, sont des cancers différenciés. Si on en reste au cancer médulaire, ça représente moins de 5%. Donc c'est très rare, avec 3 phénotypes sur lesquels je n'insiste pas puisque Pascal vient d'en parler, et la forme de cancer médulaire isolé familial exceptionnellement diagnostiquée chez l'enfant puisque l'âge d'émergence de la pathologie est en moyenne aux alentours de 30 ans. Donc ça, c'est les phénotypes, encore une fois, répertoriés sur une série que vous voyez de l'ordre d'une 80 patients, avec effectivement la MENA, MNB et les formes familiales, et puis les âges d'émergence, 10 ans, 2 ans, donc pour les MEN. Donc on ne parlera que de la MEN ici, puisque pour le reste, c'est quand même une pathologie plus adulte, avec des perspectives de non pas thérapie ciblée, mais traitements prophylactiques qui sont proposés aux familles et aux enfants, jeunes ou moins jeunes, avec parfois des difficultés, parfois des refus, et ce qui pose le problème parfois d'un accompagnement sous surveillance haute et de remédiation ou de consultation pour essayer de les convaincre d'accéder à ce type de traitement radical qui effectivement peut paraître lourd à certains et avec nécessité d'une information sur les aspects chirurgicaux, j'y reviendrai. Je demanderai à Michel Mondain de participer au débat sur les risques chirurgicaux de la chirurgie thyroïdienne chez l'enfant, puisque c'est là le gros débat des parents et des discussions. Donc évidemment, je ne reviens pas là-dessus, on va passer, parce qu'on a pris un petit peu de retard, la mutation évidemment dominante, elle touche une anomalie du chromosome 10, le gène RET étant situé dans la région péri-centromérique. Voilà, 99% des NMB sont altérés, 98% dans la 2A et 95%, donc un peu moins, dans les formes familiales. C'est la cause la plus fréquente, le cancer médulaire de la thyroïde, de mortalité chez ces patients, et chez les enfants en particulier aussi, puisque l'émergence des pathologies associées comme le FEO ou l'hyperpara sont beaucoup plus tardives, et c'est très exceptionnel que nous les voyons en période pédiatrique, bien que dans les recommandations de suivi, il soit nécessaire parfois, ou à la demande des parents, d'en faire l'analyse biologique essentiellement de surveillance. Donc je n'insiste pas là-dessus, ça c'est une dia ancienne qui a beaucoup évolué, et le dernier schéma le plus à l'ordre du jour que Pascal nous a montré tout à l'heure sur l'analyse des codons qui sont les plus agressifs dans les différents exons a beaucoup évolué. Elle est ici intermédiaire avec les résultats qui vous ont été montrés tout à l'heure, avec les mutations dans l'exon 11 634 et les mutations dans l'exon 16 918 avec une influence sur l'agressivité de la pathologie et la précocité de l'apparition des pathologies qui a mené à plusieurs types de classifications, une américaine et une autre. Nous, on utilise cette classification selon génotype en 3 groupes, au risque niveau 3, très haut risque niveau 3, au risque niveau 2 et plus faible niveau 1. Et effectivement, la conclusion en fonction de la classification génotypique
on pourra parler que la chirurgie d'organes qui va être proposée est recommandée sur la base d'un diagnostic génétique avant même l'apparition de la maladie, donc en pré-symptomatique et dans l'intérêt de l'enfant, jugeant qu'il peut y avoir, et même si les pathologies qui peuvent apparaître sont parfois médicalement curables. Donc il y a des discussions avec les familles qui sont parfois assez aiguisées sur les propositions que nous leur faisons. Donc là, j'ai listé le management des patients en fonction des différents codons altérés. Vous voyez là, c'est la classification nord-américaine en quatre classes, qu'il y a des risques différents en fonction des différents types de mutations, encore une fois, avec une fréquence quand même statistiquement importante dans notre casuistique. Je vous montrerai les résultats d'un travail que Michel avait fait du codon 634, qui est fréquemment impacté. Et vous voyez qu'il y a des stratégies de thyroïdectomie prophylactique en particulier qui peuvent s'envisager dès les premiers mois de vie ou avant l'âge de 5 ans en tout état de cause. Et puis après, on peut discuter sur le délai auquel on va appliquer cette chirurgie radicale, sachant qu'après, on table sur un suivi biologique que vous connaissez tous, échographie, quelques examens complémentaires, mais une surveillance qui parfois est mise à mal par les familles. Et moi, j'ai un souvenir d'une grande fratrie qu'on a perdue. D'ailleurs, il faudra qu'on en reparle avec Pascal, où un enfant avait... Dans la fratrie, il y avait un enfant, je n'ai pas précisé tout à l'heure, qui a quelques caractéristiques cliniques assez spécifiques à la NEM2, qui est la maladie de Hirschsprung chez l'enfant. Donc on sait que le Hirschsprung, qui est une aganglionose diffuse du côlon, peut apparaître et apparaît dès l'enfance, et elle est diffuse mais parfois suspendue. Enfin, le niveau d'extension de la pathologie est variable. Et il n'y a d'ailleurs pas uniquement RED qui est impacté dans l'apparition du Hirschsprung, il y a d'autres chromosomes que le 10 qui peuvent être à l'origine de cette maladie. Et c'est vrai que cette famille présentait un Hirschsprung. Il y avait déjà eu, le père avait eu un médullaire de la thyroïde, il y avait un fléau. C'était une fratrie de 6 enfants que nous n'avons pas vu, les parents ayant refusé l'analyse génétique même pour leurs propres enfants. Donc je pense qu'un jour ou l'autre, d'aucuns ici les reverront, puisque je sais qu'ils restent dans la région. Et c'est vrai que c'est un réel souci de motivation. Parce qu'on a beau, encore une fois, demander aux familles de se plier à cette recherche, tous ne sont pas, contrairement à ce qu'on penserait, demandeurs. Hein, et c'est toute la complexité que tu pourras peut-être expliquer tout à l'heure en pratique. Donc en clinique, bon, on va passer très vite. 2 situations en fait. Une stratégie chez une enfant de 7 ans qui est Mathilde, qui présentait un nodule. Les nodules chez l'enfant, on en avait parlé à la dernière réunion, c'est déjà très rare, hein, puisque la prévalence la prévalence des cancers au niveau des nodules par rapport à la pathologie nodulaire chez l'enfant représente 10 à 25%, et à l'intérieur de ça, 5% de cancer médulaire de la thyroïde. Donc c'est quand même très, très, très exceptionnel. Il y a peu de signes de spécificité échographique. Le dosage de thyrocalcitonine, je ne vous apprends rien, est évidemment un élément très concluant du diagnostic. Un petit aparté pour le dosage de l'antigène carcinome embryonnaire chez l'enfant, et particulièrement chez l'enfant très jeune, qui n'est pas un examen à utiliser, puisque déjà chez l'adulte, il peut porter à discussion, mais chez l'enfant aussi, puisqu'il y a des taux d'antigène carcinome embryonnaire très élevés, particulièrement chez les tout petits enfants dans la première année de la vie. Donc ça peut être faussement disons, positif. La cytoponction, plus ou moins, et évidemment l'analyse ANAPA de la pièce chirurgicale avec thyroïdectomie totale, plus ou moins curage ganglionnaire d'un compartiment central, mais ça je pense que Michel en reparlera tout à l'heure, et spécifiquement dans les macrocarcinomes. Quand il y a, disons, une forme de cette nature avec déjà une lésion nodulaire cancéreuse, les métastases peuvent être assez précoces, avec, comme chez l'adulte, adénopathie foie-os. Et l'évaluation, évidemment, radiologique pluriprofessionnelle est nécessaire. Et on recherche, évidemment, les autres anomalies présentes éventuellement, sachant que, vu l'âge de cet enfant, 7 ans, qui est un âge borderline en fonction de la stadification que je vous ai montré tout à l'heure, hein, il faut, je pense, quand même faire ces examens, même si on sait que statistiquement, ils seront plausiblement négatifs. Je pense que ça vaut la peine quand même de les faire, et les reproduire et les reconduire. Évidemment, on va faire la recherche de la mutation RET,
pour se situer, encore une fois, dans cette stadification avec les grades qui vont mener à la décision éventuellement de sanctions radicales sur la thyroïde. Chez cet enfant, c'est une mutation de nouveau. Donc, étude désapparentée, on a répondu à la question tout à l'heure. Et puis, il y a un conseil génétique à l'adolescence pour la progéniture, évidemment. Conseil génétique que les plus grands enfants que je suis amenée à suivre demandent assez rapidement. Ils sont très demandeurs de comprendre déjà et surtout aussi de savoir à quel titre ils vont évidemment transmettre cette pathologie. Déjà, certains sont très renseignés sur les possibilités de diagnostic préimplantatoire, puisque maintenant c'est très à disposition partout sur Internet. Donc certains ados bien cortiqués posent déjà beaucoup de questions à ce sujet. DPN, DPI, on en a parlé tout à l'heure. Je trouve qu'effectivement, on est peut-être à cause de la proximité de Barcelone, comme tu le disais, un peu en situation difficile, et on met les familles en situation très difficile aussi, puisque moi, on a une famille où la maman a dû quand même aller en Espagne à 2 reprises, s'étant même entendu dire, alors qu'elle avait eu des enfants d'un autre conjoint, qu'elle pouvait s'arrêter là pour les enfants et ne plus avoir de grossesse. Donc si vous voulez, on met les gens dans des situations quand même un peu difficiles au plan éthique. L'éthique en pédiatrie, c'est quand même assez complexe, et je rejoins là tout à fait le doyen Bringer sur ce sujet. Donc le pronostic, l'âge, l'étendue, je n'y reviens pas, je passe vite. La possibilité d'exérèse complète et le taux de calcitonine au départ sont évidemment des critères d'agressivité plus importants, comme chez l'adulte. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que chez l'enfant de cet âge, le pronostic est assez bon. Vous voyez qu'il y a 100% de guérison en fonction de la taille de la lésion au plan anapath, qu'il y en a 90% quand on est moins d'1 centimètre et qu'au-delà, 50%. En cas de méta, évidemment, les traitements chimiothérapie que les thérapies ciblées, madame, vous en parlerez tout à l'heure, il y a de la littérature beaucoup là-dessus. Nous, on a beaucoup de difficultés avec les inhibiteurs de la tyrosine kinase sur la croissance. Donc, visiblement, le traitement le plus adapté, qui est l'AMM pour le cancer médulaire de la thyroïde, semble avoir moins d'incidence que le Glivec, par exemple, que certains d'entre vous utilisent peut-être, et que nous, on utilise pour les leucémies myéloïdes chroniques, où là, vraiment, il y a parfois des cassures très, très, très importantes de la croissance, et malheureusement pour lesquels on n'a absolument aucune approche thérapeutique. Il y a des enfants qui vont être nains pour certains. Il y a dans la littérature des enfants de moins 4 DS à la fin de leur croissance, une fois que les cartilages sont soudés. Donc effectivement, ça aussi, ça nécessite en matière de stratégie thérapeutique de bien réfléchir chez l'enfant à l'existant, mais aussi à l'avenir, et particulièrement pour ça, parce que c'est vrai que dans les choix thérapeutiques, il y a peut-être des petites nuances à apporter, beaucoup moins radicales que chez l'adulte, encore une fois. Donc la surveillance à court terme des marqueurs, c'est comme chez l'adulte, je n'insiste pas. Le traitement substitutif, évidemment, par L-thyroxine, sachant que ça impose aux enfants de cet âge un contrôle tous les 3 mois, puisque vous savez que la croissance est quand même importante à cet âge, et donc l'adaptation thérapeutique est fondamentale pour le meilleur garant, évidemment, de leur développement, et particulièrement le développement neurocognitif. Donc il y a très peu de littérature à propos du suivi. Il y a une cohorte, un follow-up qui a été fait sur à peu près une vingtaine d'années d'enfants qui ont été thyroïdisés pour regarder quelle était leur performance cognitive à long terme. Il ne semble pas y avoir plus de difficultés que chez d'autres, sauf à considérer une excellente, évidemment, compliance et adhérence au traitement, ce qui est loin d'être le cas dans certaines familles, et pour lesquelles on est obligé de mettre parfois la pression, considérant que quelques gouttes par jour, c'est vraiment pas grand-chose. Évidemment, on fera le screening du fait de l'hyperparage, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la mutation, une fois dans l'année, et en cas de méta, les thérapies ciblées. Pour l'adaptation de la L-thyroxine, évidemment, la thérapie ciblée, vous en parlerez tout à l'heure, peut avoir aussi une implication dans les doses à utiliser qui ne sont pas les mêmes que hors thérapie ciblée de type inhibiteur de la tyrosine kinase. Donc là, le bilan thyroïdien complet chez l'enfant est fondamental. Donc, pour un enfant beaucoup plus jeune et de quelques mois, et là en l'occurrence la même Mathilde pourrait parfaitement avoir 7 mois, le père vient d'être opéré d'un nódule qui est un CMT, il présente une mutation RET la plus classique, exon 11, codon 634, donc une mutation jugée à haut risque. Il va bien, mais l'enfant est porteuse de la mutation. Donc on va proposer cette chirurgie prophylactique présymptomatique dans l'intérêt de cet enfant.
On va discuter, donc vous avez bien compris que ce sont des décisions pluridisciplinaires, effectivement, à l'occasion de RCP. Chaque partenaire peut entretenir, entre guillemets, séparément les familles. Hein. Ça arrive souvent, d'ailleurs, que nous voyons, comme pour beaucoup de pathologies pour lesquelles il y a des RCP, hein, on a beaucoup maintenant de RCP, le prénatal en fait partie aussi. On peut voir les familles séparément pour qu'ils entendent l'avis des différents partenaires. On n'a peut-être pas tout à fait la même approche et c'est évident qu'on se rencontre pour prendre les décisions ou faire les propositions les plus adaptées pour le contexte, c'est important, et pour l'enfant en question, avec peut-être nécessité, encore une fois, d'interroger plus précisément les plus grands, ce que nous ne fait pas actuellement. Et l'information, évidemment, sur la chirurgie et le traitement substitutif définitif. Donc, les actes de chirurgie, vous avez bien vu qu'ils étaient... l'âge de la chirurgie, fonction de la mutation. Si on se situe pour le modèle présenté là du codon 634, la chirurgie est préconisée avant l'âge de 5 ans. Pour les autres, évidemment, ça peut être très radical et très précoce, entre 1 et 6 mois. Hein, donc ça peut se discuter même précocement. Et là, à l'inverse de ce que je viens de vous dire, certaines familles très anxieuses peuvent vouloir un petit peu forcer la main un peu plus, donc ça peut arriver. Et puis, pour les autres, avant l'âge de 10 ans, à ce moment-là, on est amené à soumettre ces enfants-là à une surveillance. Donc, opérer le plus tôt possible, évidemment, ça justifie de limiter les complications chirurgicales sur ces terrains à risque et cet âge de la vie. Donc, je laisserai à Michel le soin de répondre aux difficultés chirurgicales du tout petit en particulier. Le pronostic est très, très bon, donc c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à pousser les gens à le faire à l'évidence, et particulièrement si le microcarcinome n'a que quelques millimètres. Et encore une fois, si les parents refusent, on applique une surveillance assez régulière de ces enfants. Donc les risques chirurgicaux, ils sont de la prise en charge de la chirurgie de la thyroïde, pardon, ils sont accrus et ils sont liés à l'anatomie, à la tête qui est volumineuse par rapport au cou qui est plutôt mince. La petite taille des éléments, ça c'est sûr, je pense que vous travaillez sur des timbres-poste, même si vous avez des appareils très performants, mais c'est quand même une chirurgie de haut vol qui ne doit pas être faite par n'importe quel chirurgien, ça c'est évident, hein, c'est aussi la notion de centre de référence ou de compétence pour ces chirurgies-là, avec repérage nécessaire du récurrent des parathyroïdes, dont on a largement parlé l'année dernière, en 2012 je crois, quand on a abordé à la journée les nodules. Et puis ensuite, chez l'enfant, il y a la présence du thymus, et chez le petit en particulier, qui peut beaucoup gêner l'approche, et d'anénopathie qui peuvent embêter le repérage. Ensuite, les risques hémorragiques, oui, infectieux évidemment, mais ils sont exceptionnels. Les risques particuliers sur le récurrent et les parathyroïdes, avec un travail qui a été fait par Mohamed Akari sur une série et une étude locale qui montre qu'il y a localement 14,7% d'hypocalcémie, un peu moins que dans la littérature moyenne. Je n'ai pas mis toutes les références, elles sont à la fin du topo si vous souhaitez vous y rattacher. Et 3 à 5% de paralysie récurrentielle, sachant qu'on minore ce risque en faisant un monitorage récurrentiel avec des appareillages dont on pourra discuter. Donc évidemment, la chirurgie très spécifique. Donc l'étude locale, je vous la montre très rapidement. 8 patients avec mutation RED, vous voyez qu'il y en a 5 qui ont un exon 11 codon 634, et forme familiale isolée 7 cas. Âge moyen au diagnostic 8 ans et demi, mais ça peut aller de 2 ans et demi à 23. 8 thyroïdectomies totales, un curage dans le secteur 6A, histologie 4 microcars médulaires, 2 hyperplasies, donc on n'était pas encore à la forme totalement cancéreuse, et 2 normales, 2 histologies normales. Donc, le recrutement, même sur une série aussi faible, est quand même important en termes de trouver quelque chose, même à l'état in situ ou très localisé. Hein, et sur les 4 cas, vous voyez que les foyers étaient répartis de manière très diverse, voilà, et en fonction de l'âge aussi. Donc le suivi post-op, c'est des hospitalisations assez courtes, il n'y a pas eu de paralysie récurrentielle dans la série, pas d'hypopara non plus, le suivi moyen actuel est de 3 ans et 8 mois, il n'y a pas de récidive chez ces patients. Voilà, donc dans le schéma proposé thyroïdectomie prophylactique, la survie à 5 ans est bonne, puisque vous voyez qu'elle est à 95% dans les cas diagnostiqués génétiquement, contre 82,2% pour un suivi de cohorte non
non traitées, enfin non traitées chirurgicalement. Donc on peut considérer que la chirurgie est le seul traitement curatif de ce type de cancer médulaire. Autant que faire se peut éviter les curages, mais ça, je pense, Michel, tu y reviendras. Le test, évidemment, réalisé à 6 semaines pour vérifier les dosages de thyrocalcitonine pose problème chez l'enfant parce qu'il y a quand même pas mal d'effets secondaires. Alors, je ne sais pas comment on pourrait faire pour éviter ça éventuellement. Et s'il est négatif, on arrive à 97,5% de guérison. Sur les terrains à risque, le tout petit en fait partie en raison essentiellement des problèmes anatomiques éventuellement. 24% il peut y avoir de paralysie récurrentielle qui récupère et on tombe à 1 à 2% ensuite et 27% d'hypopara. Donc il y a quand même parfois quelques petits aléas qui mènent à des traitements aussi substitutifs au long terme qui peuvent être pénalisants pour les enfants. Il n'y a pas que le lévothyrox, il y a aussi les autres traitements, les adaptations, les petits soucis de fatigue, d'asthénie, de mauvaise compliance, puisque une caractéristique quand même des enfants, c'est de ne pas toujours écouter. Et c'est vrai que ça pose des problèmes avec des familles qui banalisent. Donc je ne reprends pas les 5 points des conclusions, puisqu'on en a parlé dans le topo. Les questions en suspens, on en a plus ou moins parlé pour le DPI et le DPN. Quelques dossiers ont été discutés récemment au DPN, justement, au CPDP, à la réunion qu'on a tous les lundis entre midi et 2 sur les dossiers de prénatal. Et c'est vrai que c'est toujours sujet à caution, on n'est pas tous d'accord, ça peut poser problème. Et le refus des parents qui est en dernier lieu la sanction, sachant qu'actuellement, certains enfants qui n'ont pas été opérés, dont les parents ont, et qui sont malades, donc qui développent les pathologies successivement, parce qu'il y en a qui, au-delà de l'âge de 8 ans, peuvent voir apparaître un féo et puis une hyperpara, pourquoi pas. Certains enfants peuvent revenir à la case parentale pour demander pourquoi les parents n'ont pas adhéré à cette thyroïdectomie prophylactique. Donc je pense que ça pose quand même des problèmes en pratique. Le concept est validé, ça sans ambiguïté au plan scientifique et médical. Par contre, la gestion au quotidien de cette différence est quand même assez compliquée. Je vous remercie.